Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode avec comme invité cette semaine Jonathan Roussel. Jonathan que j'ai pu rencontrer cet été juste après sa re-signature dans le club espagnol de Grenade. On a retracé son parcours qui l'a amené du nord de la France jusqu'à l'Espagne. Il a également pu donner son point de vue sur les différences entre le basket français et le basket espagnol, un avis que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Il a également abordé différents moments pénibles de sa carrière et j'ai beaucoup aimé sa façon de s'ouvrir très honnêtement là-dessus, de jamais se trouver d'excuses et de continuer à avancer. Et il a également abordé l'importance de la vie de famille dans une carrière, ce qui est souvent un aspect très sous-coté. C'est parti pour notre conversation avec Jonathan Roussel. Salut Joe, bienvenue. Comment tu vas pour commencer ? Très bien, content d'être là, merci pour l'invite, en plein camp Ypsilon, donc les jambes lourdes mais tout va bien. Avec plaisir, ça fait longtemps que je voulais faire ça avec toi. Pour les gens qui te connaissent pas bien, même si maintenant tu es plus connu en Espagne qu'en France, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter un peu ton parcours ? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Jonathan Roussel, 34 ans, même en le disant ça fait peur un peu 34, mais bon voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Meneur de jeu, accessoirement papa, et voilà, je suis du Nord-Pas-de-Calais, formé à Gravelines. Et voilà, carrière de basketteur honnête, mais pas que. T'es d'abord papa ou d'abord joueur du coup ? Je suis devenu maintenant d'abord papa, okay. Mais j'ai été d'abord joueur un petit moment, mais là comment dire ? Les courbes s'inversent. Et c'est vrai que 34 ans, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, après ça va, je me sens bien. Tu te souviens, à l'époque, on a l'impression que 35 ans, c'était le max du max, personne ne pouvait jouer au-dessus. C'est ça. Et maintenant, tu as l'impression que 35 ans, c'est à peine le début. Quoi. Ouais, tu vois des mecs comme Huertas qui jouent jusqu'à 40, ça inspire. Donc non, tant qu'on se sent bien... C'est vrai qu'il a 40 ans quand même. Hein. Il a 40 ans et il domine encore pas mal. Donc non, il y a des motifs d'espoir. On va reparler de ça après. La première fois qu'on s'est joué l'un contre l'autre, c'était à Lille, demi-finale championnat de France minime. Bon, t'avais super bien joué, j'avais super mal joué. C'est vrai, tu te souviens de ça ? Ouais. Okay. Ouais, je crois que j'ai dû faire un moins 10 déval, un truc comme ça. Ok. Mais je me souviens de toi comme un joueur qui avait déjà le même style de jeu, mais vraiment... je sais pas si c'est que mon souvenir. Qu'est-ce que tu te rappelles de ces années ? Mais j'ai l'impression que tu faisais déjà les mêmes choses que tu fais maintenant. Bien sûr, à un degré moindre, t'avais 15 ans, mais vraiment, tu savais déjà tu vois, quel type de joueur t'étais. Ouais, c'est drôle que toi, tu aies des souvenirs clairs de ça, parce que moi, j'ai des souvenirs d'avoir joué Mulhouse et d'avoir gagné ce match-là. Je me souviens de toi parce que t'étais une des armes principales de cette équipe-là, et on avait réussi à bien te cadenasser. C'est vrai. Mais de ce que moi j'étais à l'époque, j'ai très peu de souvenirs de quel type de joueur j'étais. Et souvent c'est plus facile d'avoir un regard sur des personnes extérieures sur ta personne. Donc si tu me dis que j'étais le même joueur, je te crois sur parole. J'ai l'impression, et tu joues avec Maxime Courby, ouais. C'est quand même rare en minime d'avoir deux joueurs qui finissent pro au plus haut niveau. Et j'ai l'impression que vraiment... Alors je sais pas si mon avis il est biaisé parce que tu as toujours en plus l'impression que les autres à cet âge-là ils sont plus forts. J'ai des souvenirs de joueurs, tu vois, Andrew Albissi. Ouais. J'ai l'impression qu'il était aussi fort que maintenant, alors qu'en fait bien sûr que non. Bien sûr. Mais c'est un peu l'esprit qui me joue des tours, mais c'est vrai que je te trouvais déjà rapide. T'avais le même shoot. Ouais, ça change pas. D'ailleurs, voilà, en parlant de ce shoot, t'as quand même un shoot super particulier. C'est vrai. Comment t'es arrivé à shooter comme ça ? Qui c'est qui t'a appris ? Ok, donc il y a deux facteurs. Et la vraie histoire, c'est ça, c'est que j'ai deux grands frères, dont un que j'ai beaucoup copié parce qu'il avait le même poste de jeu que moi, qui était basketteur, et il avait ce tir qui partait de diagonale. Donc quand t'es le petit dernier de la famille, que ton grand frère tire comme ça, tu te dis que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu prends exemple sur les plus grands. Et donc je me suis calé là-dessus. On a passé des heures et des heures dans le jardin. Donc voilà, je pense que s'il avait eu un tir bien propre, bien droit, j'aurais peut-être eu un tir différent. Mais j'ai pris ce tir-là. Et il y avait aussi une deuxième chose, c'est que j'étais très frêle. Okay. Très très frêle, que j'aimais tirer de très très loin.
faire comme les grands et que j'avais pas forcément la force. Donc je pense que c'est pas très formateur, mais voilà, moi j'aimais tirer de très loin et il fallait que je prenne de la force quelque part, donc je prenais d'en bas et je balançais en cloche. Toi, je pense que tu as une histoire différente par rapport à ça d'ailleurs, par rapport au fait de former le tir, et toi tu devais pas justement t'écarter, c'est ça? Non, ouais, mon père il me laissait dans la raquette, interdit d'aller plus loin que les lancers francs au début, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le fait tu vois, de partir d'en bas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui font un peu l'erreur trop tôt de mettre la balle au-dessus de la tête, et tu vois, et qui n'ont pas la force nécessaire. Et ça crée des mauvaises habitudes. Bien sûr. Toi, au final, je pense que tu as quand même beaucoup de coachs qui ont dû essayer de corriger ça. Ouais, bien sûr. Mais c'était quoi le degré de leur volonté de corriger? Parce que tu vois, tu as toujours été adroit. Ouais, Donc, en fait, c'est ça le problème. compliqué. Quand tu me dis que tu as beaucoup de coachs qui ont essayé de te le modifier, pas tant que ça en fait. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais toujours réputé joueur à peu près, adroit. Pas expert comme toi, mais quand même un joueur qui peut mettre dedans. On passait pas en dessous des pics ou quoi que ce soit. Donc, c'était même quasiment une de mes forces. Bah donc oui, en moi, fait, je me souviens de ça comme ça. pourquoi changer un truc qui marche à peu près, enfin qui marche bien? Donc moi, l'objectif qui a été le mien, c'était de le perfectionner, que ça devienne pas un handicap, parce que forcément si ça part d'en bas, ça prend peut-être un peu plus de temps que d'autres. Donc en fait, ça a été de le rendre plus rapide, ce tir-là, et il me permet de nos jours maintenant de tirer de plus loin. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs maintenant qui tirent comme ça. Ouais, tu vois, toi, t'es plus aussi sur la gauche. Oui, c'est moi, ça ce qui est un peu particulier. C'est très particulier. Mais Après, j'ai l'impression que même en NBA, tu vois de plus en plus de joueurs. Steph Curry, des mecs comme ça, ça part d'en bas. Donc, je pense qu'il a un peu lancé la mode. Il y a des modes, il y a des modes, il y a des effets. Donc, non, après, moi, il y a aussi, pour en avoir parlé avec Yacine à Ouadig, à Limoges, il m'a fait un espèce de test avec l'œil directeur, etc. Ouais, et moi, je suis croisé, et c'est quelque chose qui peut expliquer aussi le fait du coup que ça soit vraiment décalé. Donc, il y a tout un truc là-dessus qui s'explique par des. T'arrives à faire un pull-up côté droit ou pas? Impossible. Impossible. Hein. Impossible. Mais là, depuis 15 ans de carrière, personne m'envoie à droite sur le pull-up, donc je suis content. Mais ouais. non, à gauche on tire, à droite on pénètre. Si les gars ils écoutent ça en Espagne, au cas où ils n'auraient pas encore compris. Non, c'est ça. Après voilà, tout dépend de la vitesse d'exécution, c'est toujours pareil. T'as des mecs, on connaît leurs tendances, on connaît tes tendances, on connaît les tendances à beaucoup de joueurs, mais si c'est fait à haut niveau avec de la constance et de la confiance, bien sûr. Voilà, les plus grands joueurs ont des tendances, mais quand elles sont faites à un haut niveau, c'est difficilement arrêtable. Après Lille, tu pars à Gravelines, si je dis pas de bêtises. Formé à Gravelines, centre de formation. Formé à Gravelines. C'était Gravelines, ça représente quoi pour toi qui vient du Nord? Bah, tu sais, quand tu es nordiste, tu as un chemin qui est tracé. Krebs de Wattignies, Lille, souvent en club de Minime France, qui était la référence à l'époque. Et derrière, souvent, le club phare de la région, c'est le BCM. Et moi, mon premier match pro que j'ai vu, où mon père m'avait emmené, c'était le BCM. Donc, tu sais, tu idéalises ça. Et donc, quand tu as l'appel du BCM, c'est un appel qui résonne plus que d'autres appels de centre de formation. J'avais 3 centres. Le Mans, Cholet et Gravelines. Et Cholet, ça devait être. T'avais 3 beaux centres quand même. Hein. J'avais 3 beaux centres, ouais. Et à l'époque, je me rendais pas compte de la magnitude et de l'importance du centre de Cholet. Peut-être que, t'avais des Nando de Colo, t'avais des Séraphin, t'avais des Christophe Léonard qui est dans notre génération. Ouais. Et je pense que mon histoire aurait été peut-être différente si j'avais choisi de me mettre plus en danger d'aller à Cholet. Mais le fait est que le BCM, proche de la famille, qui est malgré tout un centre qui fait bien les choses en termes de formation. Je pense que voilà, le choix a été malgré tout bon, et rester proche de mes repères, ça a été quelque chose de bénéfique aussi. Ça m'a aidé à vite grandir et à vite intégrer, parce que sur ma première année Canet, je commence déjà à m'entraîner avec les espoirs. Okay. Et peut-être que dans un autre centre, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Donc il y avait vraiment un truc intéressant avec Gravelines, où je sentais que j'étais désiré et qu'il y avait un plan pour moi. Donc pas de regret là-dessus. Et qu'est-ce qui fait pour toi que tu as réussi à avoir 3 beaux centres comme ça? C'était quoi tes qualités essentielles? Parce que moi qui côtoie beaucoup de jeunes joueurs, tu as l'impression que voilà, on sait très bien que sur la formation française, il y a des critères. Ça va souvent être des critères athlétiques. On va souvent dire qu'un grand, tu peux lui apprendre à jouer, alors qu'un petit, tu peux pas forcément lui apprendre à grandir. C'est la réalité, mais j'essaie de dire aux jeunes aussi que c'est pas la fin du monde. Il faut trouver, bien sûr, tu vas prendre des portes. C'est clair et net, mais si tu fais ce qu'il faut et tu arrives à trouver ton style de jeu qui peut correspondre à certains critères, mais tes critères à toi, tu peux quand même t'en sortir. Donc toi, tu es un peu dans ce moule-là. Qu'est-ce qui fait pour toi que tu as réussi à te démarquer?
Tu me demandes de beaucoup parler de moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mais on va le faire. Mais non, je pense que là, ce qui me vient tout de suite à l'idée quand tu me parles de ça, c'est cette notion de grinta et d'esprit de compétition. C'est un truc que j'ai eu très tôt. J'ai été élevé dans une famille de sportifs avec un papa qui a côtoyé le haut niveau, et j'avais horreur de la défaite, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je pense que ça devait transpirer aussi dans mes jeunes années, cet esprit, voilà, il y a ce stéréotype du joueur, tu sais, nordiste, qui lâche rien, tu vois, il y a un peu ce truc là, tu vois, et je pense que je personnifie un peu ça, dans le sens où voilà, j'avais beaucoup de hargne, beaucoup d'envie, et que derrière, techniquement parlant, j'avais quand même quelque chose qui sortait un petit peu du lot, et j'ai eu la chance d'avoir de très 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 bons formateurs. Donc je pense que ce mix là a fait que j'ai pu être repéré, et après on peut aborder un truc, hein, mais mon papa, qui a été joueur professionnel dans le Nord-Pas-de-Calais, il a un nom qui peut un petit peu résonner. Malgré tout, ça peut aider. Ça peut aider, tu peux pas te cacher derrière le fait que peut-être que quand tu es un fils d'eux, les gens vont peut-être un peu plus s'attarder sur ton cas que d'autres, et c'est une réalité. Donc après, quitte à toi de l'assumer, ça. Bien sûr, mais ça fait partie de l'équation, et tu peux pas je pense que tu peux pas le nier. Tu peux pas le nier. Bon, en tout cas, quand tu nous as mis 30 points minimum, je connaissais pas ton père, mais tant mieux, ça veut dire que j'ai effacé ça, mais non, c'est bien sûr, je pense que tu as une base, c'est une force aussi d'avoir quelqu'un dans ta famille qui est basketteur de haut niveau, parce que tu baignes dedans, et tu as les codes très rapidement, et tu passes ton temps dans les salles. Je pense pas que tu nais avec un talent inné, mais par contre tu nais avec une balle dans les mains, et ça, derrière, ça développe des choses. Ouais, et puis tes enfants, ils font du basket? Pas du tout. Ils font un autre sport? Oui. Tu vois, moi je vois, ils font mes petits font du tennis aussi. Quand tu arrives, tu sais absolument pas ce qui est juste, ce qui est pas bon, ce qui est, tu vois, et tu crois tout ce que l'entraîneur il dit, alors que ça se trouve il est pas bon. Enfin, tu sais, peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est pas bon, t'en sais rien. Exactement. Et rien que c'est là où tu te rends compte, tous ces parents qui connaissent rien en basket, tu dis waouh, ça doit être super compliqué de savoir si vraiment ton fils il sait jouer ou pas, quoi. Enfin... Exactement. Qu'est-ce que tu lui dis après un match, s'il est réussi, pas réussi? Tu veux le conseiller, mais tu sais pas quoi dire. Ouais. Donc tu lui dis c'est bien mon fils, t'as bien couru, et basta. Mais tu peux pas rentrer dans le détail. Et moi c'est pareil, quand je les récupère du foot ou du tennis, parce qu'ils font foot et tennis, c'est pareil. Moi j'ai pris du plaisir à les regarder s'éclater, mais sur le technico-tactique, tu m'oublies, et j'essaie même pas de rentrer là-dedans. Et je pense que c'est mieux comme ça. Chacun sa place. T'as raison. Ensuite, tu vas à Gravelines. C'était les belles années de Gravelines avec Christian Monchot, et à chaque fois des grosses équipes qui passaient jamais le premier tour des playoffs, mais T'es dur. Des grosses équipes. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a été une bonne chose d'avoir des grosses équipes comme ça, où tu as pu côtoyer des grands joueurs? Mais est-ce que ça t'aurait pas été mieux, tu vois, dans une équipe qui joue le maintien avec peut-être plus d'opportunités? T'as deux manières de voir la chose. T'as la manière de te dire exactement, t'aurais peut-être eu plus d'opportunités au niveau professionnel, parce que l'équipe aurait peut-être eu moins de talent et aurait eu besoin de toi, et t'aurais eu plus d'opportunités. Ça, c'est une chose. Mais par contre, il faut penser à ce que toi, tu vis tous les jours. Et quand tu vis tous les jours avec des Yannick Bocolo, des Ben Woodside, et j'en passe, des mecs qui t'apprennent le métier. J'ai côtoyé Cyril Akpomeda, enfin ces mecs-là t'apprennent à devenir un professionnel, te donnent les codes et te forment en fait. C'est bien sûr que tu as les entraîneurs, mais les joueurs qui sont devant toi et que tu idéalises et que tu veux rattraper, ils t'inculquent les valeurs, et ils t'inculquent comment travailler, comment te comporter, et ça, j'ai eu accès à ça, et peut-être que dans d'autres clubs j'aurais pas eu accès à ces joueurs de top niveau qui m'auraient permis de progresser, parce que malgré tout j'avais peu de minutes, mais à l'entraînement, et c'est une différence que maintenant je note, c'est que j'étais pleinement intégré. Maxime Courby et moi, on était pleinement intégrés dans l'entraînement. C'est pas qu'on était sur le côté à jouer au billes. On faisait partie de l'entraînement. En plus, on avait une équipe avec quelques vétérans, donc en fait, ça tournait énormément. Donc on faisait vraiment partie prenante de l'entraînement. On progressait énormément. Et de nos jours, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, moi, sur les clubs où je suis, les jeunes sont là pour porter les packs d'eau, mais ils sont très peu responsabilisés sur l'entraînement. Alors que c'est là que tu fais des erreurs, c'est là que tu peux te permettre d'en faire, et c'est là que tu progresses le plus. On a franchi des étapes énormes sur de la dureté d'entraînement, sur vraiment être dans le dur. Et petit à petit, tu te cales. C'est vrai que je trouve que ton premier entraînement pro, il marque. Hein. C'est la claque. C'est comme quand tu passes de minime à cadet avec des gars qui ont 3 ans de plus. Après, en espoir, tu te crois bon, tu te dis bon... et après tu arrives avec des pros, ou même n'importe quel pro, tu te dis lui il doit être bidon, il a 5 points de moyenne,
je peux faire ce qu'il fait. Et là, tu te rends compte, c'est le premier. À l'époque, il y avait souvent des entraînements, tu sais, 1 contre 1 tout terrain. Et là, tu tombes contre n'importe quel mec et tu dis, wow, c'est compliqué. Mon Dieu, mon premier entraînement pro, j'étais encore en âge de jouer en cadet. Je m'étais entraîné avec le Gravelines de Fred Sarr, Stephen Brun, Patch Morland, ces mecs-là. Ouah, tu t'imagines même pas. J'avais l'impression de m'entraîner avec des géants. Mais finalement, tu vois, tout ça, c'est super formateur. Bien sûr, et j'ai eu accès à des choses que peut-être que dans d'autres centres de formation, j'aurais pas eu accès. Donc, pour revenir à ta question, je pense que Gravelines m'a peut-être... n'a pas accéléré le fait d'avoir des minutes, mais par contre m'a fait progresser et devenir un joueur vraiment prêt quand j'en suis sorti de ce centre de formation-là, et j'avais toutes les armes pour être derrière performant quand j'ai pris mon envol. Et quand tu vas à Boulogne derrière en Pro B, t'es dans quel état d'esprit? T'es déçu? Tu te dis ça va être une partie de plaisir, je vais faire 2 grosses années en Pro B, ou alors une grosse année, et enfin ils se sont trompés, je vais revenir ou je vais aller ailleurs. Enfin, tu vois, dans quel état d'esprit t'es? Je suis vraiment dans l'état d'esprit de me jauger. Je suis pas sûr de ma force. Quand je vais à Boulogne en Pro B, je ressens le besoin de jouer. Je ressens le besoin de me mettre en danger. Je suis signataire de mon premier contrat pro, vraiment, donc de 3 ans, le fameux. Et je suis prêté sur les 2 premières saisons à Boulogne. Et j'y vais dans l'état d'esprit où voilà, faut te jauger, faut voir de quoi tu es capable. Parce que je savais pas vraiment quel niveau j'avais. J'avais fait des apparitions sur 2-3 flashs en Pro A, mais c'est pas suffisant pour te dire j'ai le niveau. Ou voilà. Donc j'y vais vraiment en toute humilité et avec l'envie de trouver le bon spot. Et les planètes étaient alignées. Je tombe sur Boulogne-sur-Mer, un coach comme Germain Castano et le GM Olivier Bourguin, où voilà, c'est une super rencontre parce qu'ils partent sur un projet jeune, ils partent sur un projet où ils responsabilisent les jeunes français. Jeu up-tempo, un peu run and gun, tu sais. Tout ce que t'aimes. Tout ce que j'aime. Dans le Nord. Et dans le Nord, bonne ambiance, très bon club, les fans super. Après, le fait que ce soit dans le Nord, c'était pas un critère. Vraiment, tu sais, j'avais pas ce truc de voilà, je veux rester près du Nord, le nordiste. Enfin voilà, ça c'était vraiment secondaire. Mais c'est un peu la cerise parce que quand t'as la famille qui peut venir voir les matchs, c'est toujours sympa et tu vois la fierté dans leurs yeux. Mais non, vraiment beaucoup de chance de tomber sur ce spot-là, sur cet entraîneur-là, parce que ton premier entraîneur pro, vraiment où tu te lances dans le truc, il est primordial et il m'a mis en confiance. Et puis je pense que ton club formateur, pour moi, c'est limite comme s'il comptait pas vraiment au final. Tu vois, tant que t'es toujours le petit gamin du club, le petit gamin du coin. Et t'es protégé. Voilà, on l'a vu. Dans un cocon. Puis les clubs, ils ont des fois un peu peur de vraiment, bon, tu joues 5, 10, 15, voilà. Mais ils vont jamais vraiment oser te dire, bon, allez, maintenant, le gars qu'on a vu bébé, maintenant, ça va être un starter. Exactement. C'est très rare. Derrière, tu reviens à Gravelines, du coup? Parce que je reviens dernière année de contrat, alors? Donc, ouais, exactement. Donc, 2 très belles années à Boulogne. Sur la 2e année, je crois que je finis 2e au MVP français derrière Mam Jaité qui était dans mon équipe. Donc, vraiment, voilà, là, je me suis affirmé, je suis sûr de ma force et je sens que je peux jouer à l'étage supérieur. Et derrière, donc, du coup, retour à Gravelines. Et là, ça a été un moment bascule parce que sur le coup, je sens que le retour à Gravelines fait partie de la logique de il me reste une année de contrat, mais qu'il n'y a pas un vrai plan. Il n'y a pas un vrai plan. Et là-dessus, tu vois, je suis un peu dubitatif sur le truc. Mais au final, on y retourne parce que contractuellement, il faut le faire. Et année un peu particulière, beaucoup de blessés. Et au final, je perce là-dessus parce que je suis amené à avoir des minutes qui n'étaient pas censées être prévues. Et je suis très bon. Et donc, du coup, ça m'ouvre derrière les portes à la fin de cette année de contrat de pouvoir signer à Cholet. Et pourquoi t'es pas resté à Gravelines au final ? Parce que comme tu le dis, t'es jamais prophète en ton pays et je sentais que j'avais besoin de... Ils ont pas fait l'offre adéquate. Non, mais j'avais besoin de voir autre chose, vraiment. T'aurais pu rester 15 ans à Gravelines ? Maintenant avec un vrai rôle, hein. Je te dis 30 minutes... Avec des si peut-être, va savoir, mais j'avais vraiment la volonté de prendre mon envol et comme tu le dis, je me sentais considéré comme le petit du club et je sentais que moi de mon côté j'avais besoin de me mettre en danger, de voir autre chose et de m'envoler, et je pense qu'eux m'auraient jamais donné le respect que j'ai pu avoir et les responsabilités que j'ai pu avoir dans d'autres endroits où les choses sont remises à zéro, quoi. Non, t'as raison, moi je pense que c'était un peu pareil pour moi, mais je trouve aussi dommage que tu vois tous les clubs qui sont tout le temps là à parler de projets jeunes, etc., que tu vois, une fois que tu es formé, une fois que tu as apporté,
ils sont pas capables de voir plus loin que bon, maintenant on va vraiment le traiter comme un starter, tu vois. Bien sûr. Et que ce soit en termes de salaire ou en termes de minutes, tu vois. Ah ouais. Moi, on en reparlera plus tard d'Axel Bouteille. mais Axel Bouteille à Chalon, pour moi, c'est phénoménal. Enfin, à Chalon, que ce soit lui, Mathias Le Sort, tous ces gars-là, quand tu regardais les matchs, j'ai l'impression que c'est le petit jeune du coin qui. Ils sont plus respectés en Europe que dans leur club formateur. Tu vois, c'est assez. Et c'est quelque chose, niveau psychologique, qui m'a toujours vraiment intrigué. Tu vois, vraiment intrigué. Et je me dis, ça devrait. Joe Roussel, pour moi, il aurait dû faire 15 ans à Gravelines et ils en ont connu un paquet des meneurs qui n'étaient pas bons. Tu vois, ou 15 ans à Gravelines, tu sais ce que tu as, le gars il se sent bien ici. Mais j'ai l'impression qu'aussi dans ce milieu, dès que tu te sens bien quelque part, on essaye de dire il se sent bien, on va négocier à la baisse. C'est une faiblesse. C'est quasiment une faiblesse. C'est quasiment une faiblesse, alors que ça peut être une vraie force pour un club de s'appuyer sur des mecs comme nous on est formés là, on connaît la culture et l'ADN du club et on vit le truc. Tu vois ce que je veux dire ? On peut être garant d'une certaine culture et d'une identité. Et des fois, les clubs oublient un peu ça, d'avoir des garants, d'avoir des mecs qui sont porteurs de l'identité de ton club et qui vont te gérer un vestiaire, qui vont te dire voilà, comme ça, ici, ça se passe comme ci, comme ça. Et les équipes qui gagnent, les équipes qui fonctionnent bien, les clubs qui fonctionnent bien sur plusieurs années, ils ont ce type de joueurs-là. Et je pense que c'est archi important pour un club comme pour un public de pouvoir s'identifier à des joueurs référents. Et bien sûr, il faut performer, mais il y a quelque chose là-dessus. Et je pense qu'à l'époque, il y avait des joueurs comme ça, mais ils étaient prêts à un peu tout accepter, tu vois. Tu vas être garant, etc. Mais par contre, tu vas être 9e homme, 10e homme, mais t'es déjà content parce que t'es là, t'es en pro, t'es chez toi, tu vois. On fait une fleur. Alors que là, les mentalités, elles ont quand même changé. Alors nous, déjà, elles ont changé. Avec la nouvelle génération, ça va être encore pire ou mieux, selon ton côté. Bien sûr. Mais tu vois, nous, je pense qu'on n'était pas prêts à tout accepter. On n'allait pas non plus dire merci pour être professionnel, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis c'est une mentalité qu'il faut avoir, sinon on n'aurait jamais été professionnel si on avait eu une autre mentalité. Clairement. Après, voilà, faut savoir aussi que malgré tout, le basket c'est un sport co, mais il y a beaucoup d'objectifs perso. On le sait très bien. Et une carrière c'est court. Et souvent les clubs essaient de faire dans le meilleur intérêt pour eux et les joueurs aussi. Donc quand les intérêts sont alignés, tout le monde est content. Mais malheureusement des fois c'est plus aligné. Et ça veut pas dire que t'es fâché, mais ça veut juste dire que ailleurs ça peut être mieux pour toi. Et c'est pas qu'il y a des tas d'âmes, mais des fois voilà, l'histoire aurait été belle comme ça, mais ça se passe pas comme on veut. Ensuite tu vas à Cholet. Finalement tu vas à Cholet quand même. C'est plus le centre de formation. Je vais à Cholet, exactement. Tu y arrives. T'es resté 4 ans quand même. Je suis resté 4 ans. Je pensais pas, tu vois, dans mes souvenirs t'étais resté une année, 2 ans max. Mais 4 ans, donc c'est quand même un endroit où tu t'es bien senti au final. Un endroit où je me suis extrêmement bien senti. Je crois que c'est un club qui va me rester vraiment marqué. Ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué dans le sens où je suis arrivé. Ça a été la première fois où vraiment je partais de ma région et ça a été un grand saut vers l'inconnu. Et j'ai adoré parce que je suis arrivé vraiment tout timide, en toute humilité. Et voilà, j'avais tout à prouver en Betclic au final. Et année après année, je suis monté un petit peu avec l'aide des différents coachs, pour finir sur la dernière année être starter. Philippe Hervé, un coach qui m'a énormément marqué, et j'ai vraiment grandi chaque année pour au final la dernière année vraiment être un très bon joueur de Pro A, en étant starter, en jouant beaucoup de minutes avec des responsabilités, et la fierté c'est d'avoir réussi à maintenir le club chaque année, parce que c'était le défi actuel à ce moment-là de Cholet, c'était de se maintenir. Il y avait pas d'autres défis, parce que c'était une période qui était compliquée, et beaucoup de changements de joueurs, beaucoup de ricains, mais malgré tout j'ai réussi à tenir le cap, être capitaine et à vraiment grandir. J'ai vraiment grandi dans ces 4 années-là. Qu'est-ce qui t'a marqué avec Philippe Hervé et qui t'a plu chez lui ? Sa manière de voir le basket. Il avait vraiment une identité, une vision, des principes qui étaient différents de ce que j'avais déjà entendu. Voilà, les aides côté ballon, envoyés vers le milieu. Enfin, lui, il pensait à l'inverse de tout le monde. Et c'était vraiment archi intéressant. Mais par contre, j'ai jamais été aussi bien préparé qu'en jouant pour Philippe Hervé. C'est-à-dire que quand tu arrivais sur le match, tu avais une réponse collective pour chaque situation que tu allais rencontrer. Il y avait une règle pour tout. Donc si tu connaissais tes règles, si tu avais l'intelligence de jeu qui te permettait de les suivre,
si les 5 joueurs étaient sur la même page, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour l'adversaire parce que c'était vraiment un système, vraiment un système qui était très complet et c'était super enrichissant. Et ensuite, tu vas à Limoges. Limoges, ça s'est pas très bien passé quand même. Limoges, ça s'est pas bien passé dans le sens où ça a été une année. Après, voilà, sorti de Cholet, j'avais envie de. Voilà, je sortais d'une très bonne saison, j'avais envie de passer au niveau supérieur. Moi, quand tu as signé là-bas, perso, je connaissais pas Limoges encore. Je me suis dit, ça va matcher, c'est sûr. Pareil. Il y a tout pour que ça marche. Et encore une fois, je connaissais pas le club comme je le connais maintenant. Et en connaissant le club comme je le connais maintenant, je sais toujours pas pourquoi ça n'a pas marché, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment une histoire un peu manquée. Enfin, c'est vraiment manqué dans le sens où il y avait tout pour que ça marche. Et j'étais persuadé que c'était le bon fit. Dans le sens où c'est mon GM de l'époque à Boulogne, Olivier Bourguin, qui revient me chercher. À l'époque, c'est Kyle Milling, le coach, un mec humain, un mec proche des joueurs, c'est tout ce qu'il me faut. Donc je me dis déjà là-dessus, on est bon. Gros public, voilà, j'aime prendre des risques, j'aime enflammer les salles, donc c'est dans mon style de jeu. Je me dis que c'est ville basket, c'est top. Donc tout est nickel. Et au final, la saison part en vrille totale. Changement de dirigeant en cours de saison. Kyle Milling se fait couper. Limoges quoi. Limoges quoi, la base, la routine. Moi là-dedans, je suis capitaine, donc des responsabilités sur ma première saison. Et voilà, ça s'est pas bien passé. Les gens peut-être attendaient mieux de moi. Moi, j'attendais mieux de certaines personnes aussi, et ça s'est pas bien passé. Au final, on décide de se séparer sur ma deuxième année de contrat. Je décide de partir parce que j'ai une offre en Espagne. Familialement, on avait eu des coups durs. Un des petits qui était tombé très sérieusement malade. Mon épouse qui s'y sentait pas super bien. Et on en parle très rarement, mais le hors-basket est super important. Bien sûr, ouais. Et je pense que ce hors-basket m'a aussi affecté sur le terrain. Quand tu as ton petit qui passe un mois ou deux à l'hôpital, ça t'impacte. Ça, c'est des choses que les supporters ils voient pas. Et voit pas. Et au final, chacun a ses soucis. Enfin, c'est pas une excuse. Eux doivent en avoir aussi, mais c'est vrai que quand ils viennent te voir, en fait, ils veulent juste que leur club gagne, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Toi, t'es pas là à communiquer sur tous les toits. Mon fils est pas bien. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font pour essayer de s'attirer la sympathie, mais c'est vrai que nous, on n'est pas. C'était pas dans mon caractère, et ça l'est toujours pas. Donc, écoute, voilà, c'est vraiment dommage parce que je pense que j'aurais pu vraiment m'y plaire. On aurait pu vraiment s'y plaire. Mais tout n'est pas acheté parce que j'ai eu une campagne de recoupe dans les jambes. J'ai pu malgré tout sur certains matchs montrer ce que je pouvais faire. Et derrière, ça me permet de signer en Espagne. Et je pense que sans cette année d'exposition à Limoges, tu trouves pas l'Espagne. Parce que Limoges, ça reste un club qui parle aux gens, même à l'international, même à l'étranger. Et cette campagne de recoupe avec ces matchs un peu marquants, où on a joué Malaga, on a joué le Red Star, tu joues Berlin à l'époque. Donc tu vois, quand tu fais des choses contre ces équipes-là, ça a plus de portée. Bien sûr, ouais. Et je pense que ça m'a permis derrière de réaliser un de mes rêves qui était de jouer en Espagne. Donc Limoges, tout n'est pas acheté. Tout est pas acheté. Donc jouer en Espagne, ça a toujours été un rêve pour toi au final? Un rêve, plus un objectif. Ok. Voilà. NBA, c'est peut-être un rêve. Le rêve, c'est l'Euroleague. Euroleague, ok. Ouais, on va y venir après, t'inquiète. Le rêve, c'est l'Euroleague. L'Espagne, c'était un objectif. Okay. Après chaque année à Cholet, je bassinais mon agent. Et l'Espagne. Et il m'expliquait par A plus B qu'il fallait que je laisse passer le marché français pour signer en Espagne. Donc il fallait que je laisse passer toutes les offres en France, y compris Cholet, là où je me sentais bien et je sentais que je progressais d'année en année. Donc en fait, c'était un pari risqué. Et j'avais jamais cette offre en Espagne que j'attendais. Et au final, elle arrive au moment où je m'y attends le moins, c'est-à-dire le 31 juillet. C'est parce que tu étais en contrat avec Limoges encore. Parce que je suis en contrat à Limoges. Avec Limoges, on essaie de se séparer, mais j'ai pas de buy-out, j'ai pas de sortie. Donc là, petit clin d'œil à Crawford Palmer qui me laisse partir. Bon, moyennant buy-out, hein, attention. Attention. J'ai investi sur moi-même. J'ai payé moi-même mon buy-out pour aller. Combien? On peut dire, je sais pas si on peut dire les chiffres. Si, non, j'ai donné 15K à Limoges, donc voilà je me suis acheté une liberté là-dessus. Ouais, pour aller en Espagne, c'est bien m'en a pris. J'avais pas de buy-out, mais on s'est entendu parce que je peux comprendre aussi que me laisser partir un GFL. Ils étaient sur une reconstruction, un nouveau coach, etc. Donc un coach espagnol en plus. Donc voilà, ça aurait pu matcher, j'en sais rien. Non. Non, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Petit clin d'œil à Crawford Palmer qui m'a permis d'accéder à ça, puisqu'il aurait très bien pu être con, et il l'a pas été. Il a compris. Je pense qu'il a cette sensibilité là de joueur et qu'il a joué en Espagne, donc il sait ce que ça représente. Donc voilà, il m'a permis de toucher à un objectif, et ça a été top. Donc tu vas à Bilbao, qui en plus d'être un bon club de basket, c'est une super ville.
Exact. Tu vas avec Axel Boutet, si je dis pas de bêtises. Exact. Axel signe tôt dans l'été. Avec qui tu joues à Limoges. Exactement, on a joué cette année-là ensemble. Il signe tôt dans l'été. Et, je sais pas si c'est lui qui m'a placé, mais je pense que ça a aidé. Tu penses qu'il est arrivé comme ça, il avait déjà le droit Lui, il était signé en tant que joueur important. Ok. Parce que lui, pour le coup, avait fait une grosse saison à Limoges. Et il signe en tant que joueur important de Bilbao. Et c'est pas le genre à me placer, mais je sais que Bilbao, le GM est très malin et qu'il aime bien avoir une connexion entre les joueurs et qu'il se dit que d'avoir son scoreur, son joueur important avec un meneur qu'il connaît, ça peut aider à l'adaptation sur le changement de pays, changement de ligue, et on peut gagner du temps sur ça. Et quand il a vu que j'étais dispo fin de mercato, il leur manquait qu'un meneur à signer. Avec une enveloppe qui n'était pas folle au final, il se dit peut-être que tu vois ça peut être une bonne idée. J'avais de l'expérience, etc. Donc ça leur a plu et au final le match a été, enfin voilà, ça a fité très bien. Tu parles espagnol déjà? Ouais, j'ai tellement j'ai tellement taillé les ricains parce qu'ils font pas d'efforts pour apprendre le français quand ils viennent, que maintenant moi je passais de l'autre côté et c'était hors de question que je fasse pas d'efforts moi, et en un an et demi j'étais. Mais en y allant tu parlais déjà ou pas? Non, j'avais fait de l'espagnol à l'école comme tout le monde, mais pas, moi, j'ai pas pas de le quoi. Non, on avait les basiques. On avait les basiques, mais après voilà, le français et l'espagnol, il y a des similitudes, mais j'ai vraiment fait l'effort de tendre l'oreille, poser des questions, m'intéresser, et en 6 mois j'étais capable de me débrouiller, et là maintenant je suis totalement bilingue, et pour la vie quotidienne, pour les enfants, pour l'école, pour tout, c'est beaucoup plus pratique. Ça a dû les toucher ça aussi, je pense, de voir un joueur qui s'investit comme ça dès le début, qui essaye. Bien sûr. Parler espagnol et qui reste pas dans sa bulle. Je finis capitaine là-bas. Ah ouais, quand même, ouais. Donc c'est pas rien. Quand t'es étranger, au bout de ta deuxième saison, t'es capitaine. Enfin, tu vois, ça veut dire quelque chose. Moi, ça a été un grand honneur d'être capitaine parce que c'est un club qui compte en Espagne, Bilbao. Et voilà, j'étais super honoré. Et le fait d'avoir voulu s'intégrer, les gens l'ont ressenti. C'est un club qui est très identitaire. Enfin voilà, Bilbao, pour ceux qui connaissent pas. Par exemple, leur équipe de foot, il y a que des locaux, il y a que des joueurs basques. Ils sont très culture basque. Voilà. Au basket, ils sont pas là-dedans. Au basket, ils sont pas là-dedans parce qu'il y a très peu de joueurs basques. T'as pas trop le choix. Donc voilà, t'as pas trop le choix et ils ont pas cette qualité de formation. Tu peux mettre en N3 quoi. Tu peux mettre en N3. Mais par contre, ils te font ressentir que t'es dans un endroit particulier. Et voilà, la salle est pleine, il y a une vraie culture. Et ils te font sentir que t'es dans un endroit vraiment particulier. Donc moi, j'ai été très attaché à ça. Eux, ils ont vu quelque chose aussi. Et ça a été un match parfait parce que je suis quelqu'un qui porte vraiment beaucoup d'attention aux couleurs qu'il porte et au maillot que j'ai. Je suis vraiment pas le mec qui va de club en club et qui fait son truc, tu vois. Je suis un affectif, et quand ça match humainement, c'est là où je performe. Et qu'est-ce que tu vois vraiment qui te marque le plus au niveau du changement de culture, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain? Ça peut être l'horaire des entraînements, l'horaire de repas, je sais, les matchs le dimanche midi. C'est plein de choses qui doivent totalement te changer de la France, quoi. C'est un autre monde, hein. Franchement, ma première saison, ça a été avec Axel, on se parlait, il y a vraiment énormément de changements. Les horaires des matchs, la manière de s'entraîner. Les Espagnols sont très peu portés sur le travail individuel, par exemple. Okay. Très peu portés sur l'individu, beaucoup portés sur le projet collectif, sur la manière de faire collectivement les choses. T'as très peu de mecs qui tournent entre 17 et 20 points par match là-bas. C'est vraiment très dilué, les responsabilités, parce que t'as cette force d'équipe qui fait partie à eux de leur culture, de leur sensibilité. Défendre ensemble à 5, attaquer à 5, partager le ballon, avoir du rythme, beaucoup de grinta. Voilà, donc c'est des choses dans lesquelles moi je me retrouve et qui sont beaucoup plus adaptées à mes qualités. Mais Mais eux, ils savent le reconnaître, ça, parce que j'ai l'impression que ça c'est le discours. Même en France, tu regardes tous les intersaisons au mois d'août, tout le monde sort ce discours-là. Mais après, quand il faut négocier à la fin d'année et signer des joueurs, tu te rends compte que le mec qui a tout donné, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a joué pour l'équipe, c'est le dernier à récolter les lauriers, tu vois. Bien sûr. Parce que nous, c'est pas dans notre vision des choses, notre culture. Nous, la France, on est très, c'est pas un reproche, mais on est très américanisé, on est très très tourné NBA, et c'est notre manière de voir le basket, et ça a du bon comme du moins bon, mais on est plus sur l'individu. Eux sont plus sur, c'est une culture qui est assumée, ils sont plus sur le collectif, et ils sont capables de valoriser des gens qui font une saison à 5 ou 6 points par match, mais qui sont essentiels dans un collectif, et ça peut-être que ça nous manque, mais
voilà, après, tout le monde peut progresser, hein. Tout le monde peut s'inspirer des meilleurs. Mais voilà, t'as beaucoup d'équipes espagnoles de top niveau avec des joueurs de rôle qui sont très importants et qui font énormément d'années dans le club. Tu peux prendre les plus grosses équipes, hein. Madrid, Barcelone, enfin voilà, ces équipes-là. J'ai même envie de prendre un exemple Madrid parce que voilà, ils arrivent à recycler leurs anciennes gloires, les Llull, les Fernandez, les Rodriguez, tu vois, ces mecs-là. Ils tournent pas un 15 points par match, hein. Mais par contre, ils sont valorisés à la hauteur de leur investissement et ils savent ce qu'ils apportent. Donc, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Ouais. Et un entraînement typique là-bas, ça donne quoi comparé à la France? Tu cours, tu galopes énormément. Ah ouais, beaucoup de courses, tout terrain, beaucoup de surnombre, beaucoup d'activités. En fait, tu fais tout en courant. Il n'y a pas de stop. Il y a vraiment énormément de rythme. Donc en fait, peut-être que tu t'entraînes moins longtemps, mais la demande au niveau du cerveau, de l'attention, du focus, de la concentration, c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Les exos sont plus spécifiques, sont plus poussés dans le détail. T'as énormément de détails techniques. Il faut vraiment être précis et faire les choses à haute vitesse. Voilà. C'est ce qui me vient, moi c'est ce qui m'avait marqué. La transition entre la France et l'Espagne, ça avait été la rapidité d'exécution, la rapidité pour enregistrer les informations et retranscrire. Okay. Voilà. Et là on parle de la culture, un peu de l'entraînement, et au niveau du championnat. Alors oui, tu as des meilleures équipes, mais tu vois, nous on a un championnat très particulier où tu sais jamais vraiment qui va faire les playoffs, qui va descendre. Ouais. Est-ce que toi, quand tu arrives à Bilbao, tu sais à peu près, on va finir entre 10 et 15 ou 7 et 10, tu vois, parce que tu as tellement d'équipes d'Euroleague au-dessus. Bien sûr. Ou alors tu arrives, tu te poses pas de questions et go. Clairement, le but de Bilbao, c'est de jouer le maintien. Okay. À l'époque où on arrive, ils sont récemment promus. Et quand tu connais la qualité de ce championnat-là, déjà te maintenir, c'est une perf. Quand tu as ce genre de budget-là. Donc, ce qui est bien avec l'Espagne, c'est que tu as des locomotives. Tu as les grosses équipes d'Euroleague, on les connaît, Barça, Madrid, Baskonia. Tu as même les Valence qui fait des fois Euroleague, des fois Eurocoupe. Voilà, t'as ces grosses écuries-là qui sont locomotives et tu sais qu'elles vont être en haut. Derrière, t'as des équipes très solides comme Tenerife, comme Gran Canaria, comme Badalone, comme tu vois, des équipes qui figurent très bien en BCL et en Eurocoupe. Et derrière, t'as des équipes d'un autre niveau, mais qui malgré tout restent des équipes très solides. Donc c'est dense, mais malgré tout, il y a quand même une vraie diff. Il y a quand même une vraie diff entre la deuxième partie de tableau et la première. Il y a un vrai gap. Nous, quand on gagnait contre des équipes d'Euroleague, c'était des événements. C'était pas quelque chose qui était normal. Donc, tu as une vraie différence de niveau en termes de qualité de joueurs et en termes de budget. Donc, c'est beaucoup moins dense. Tout le monde ne peut pas battre tout le monde, comme en France. Ok. T'arrives avec Axel. Il est resté quoi, 6 mois, non? Ouf. Avant de signer à Malaga. Tu retournes le championnat en 6 mois. Ouais, tu vois, tu disais, il n'y a pas beaucoup de gars entre 15 et 20 points. Lui, il en faisait partie. Il y avait Axel. Il y avait Axel. Et tu l'avais senti venir ou à ce point-là, tu pensais pas? Il m'a bluffé. Ouais. Il m'a bluffé. Je savais qu'il savait où était le panier. Mais là... Mais à ce niveau-là, et le faire avec parce que les défenses étaient focus sur lui. Donc sur les 5-6 premiers matchs, il fait des gros matchs. Bon, tu te dis, les défenses vont s'adapter. J'ai un souvenir où Madrid arrive et putain, ils lui mettent Jeffrey Taylor sur le truc, mais vraiment quasiment en boîte tout le match. Il finit à 20. Il a été exceptionnel. Il était sur un nuage et même des fois on en parlait. Il me dit Joe, il me dit ça tombe dedans, ça coule. Enfin, je sais pas comment je fais. Non, mais en fait, Axel, sa grande force, c'est un buteur. C'est un buteur et il a pas de conscience. Donc en fait, il se pose pas de questions. Et ce que l'Espagne lui a permis, c'est de jouer son jeu en lui donnant une liberté d'expression et un terrain d'expression. Et il a pu être lui-même et sans qu'on lui reproche ses défauts. Ouais, bien sûr. C'est pas un grand défenseur, mais on le cachait, on se débrouillait. Et le fait de défendre à 5, on arrivait à cacher ses faiblesses. Il n'était pas exposé comme il peut peut-être l'être dans d'autres équipes. Donc en fait, ce que j'aime avec l'Espagne, c'est qu'ils utilisent tes qualités à fond et qu'ils acceptent tes faiblesses et qui les acceptent. Donc ils vont pas être là à te reprocher ce que tu sais pas faire, mais ils vont mettre en valeur ce que tu sais faire. Et Axel, c'est le parfait exemple. Donc derrière, il fait 6 mois exceptionnels. Fais ce que tu sais faire et le reste, c'est pour le coach, quoi. C'est pour le coach, et on va se débrouiller. Et l'équipe va t'aider. Et c'est l'essence même de ce sport-là, et faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr. Ah, tu vois, quand je regardais Paris Basket cette année, c'était la réflexion que je me faisais des fois. TJ Short, il attaque tout le monde. Par contre, quand tu veux l'attaquer lui, t'as vu,
ça attrape tout le temps, tu vois. Exactement. C'est pas le meilleur. Et t'as l'impression que Paris, t'as 12 défenseurs de très haut niveau, mais pas forcément. Par contre, t'as un système de haut niveau qui fait que ça masque les faiblesses de certains. Et c'est une force, la force collective. Bien sûr. Donc t'es Alex Mombrou, le coach ? Ouais. Un ancien grand joueur. Un ancien grand joueur, une légende de Bilbao. Quand t'arrives, t'es comment par rapport à un coach comme ça ? C'était quasiment sa première expérience, non ? Il avait fait monter l'équipe. Donc ils étaient en Leboro, donc en deuxième div. Et en fait, sa première année de coaching, ils font monter l'équipe. Et nous, on arrive sur la première année d'ACB. Première div, ok. Voilà. Sachant que les bons joueurs, grands joueurs ne font pas toujours des bons coachs. Exact. Lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Très vite, ça a matché, quoi. En fait, il a les deux. Il a le fait d'être un meneur d'hommes et de savoir par quoi on passe, nous, en tant que joueurs, parce qu'il était joueur encore très récemment. Donc, il avait cette sensibilité de savoir quand te mettre une chasse, quand ne pas te la mettre, quand te donner une petite tape dans les fesses, quand te bouger, te rentrer dedans dans le vestiaire parce qu'il le faisait, quand te faire des vidéos musclées d'après-match le lundi où ça prenait 1 heure et qui te démontait. Ouais. Mais derrière, il vient te voir après la vidéo, quand l'entraînement démarre, et il te dit... T'as compris ce que je voulais te faire passer comme message, tu vois. Enfin, il te démonte, mais par contre, derrière, il te fait sentir qu'il tient à toi et qu'il te fait confiance. Donc ça, pour un joueur, c'est tout ce que tu demandes. Et tactiquement parlant, il était très fin. Il était courageux dans ses prises de décision et dans ses prises de position tactique. Il avait pas froid aux yeux. Il tentait des choses, on avait beaucoup de défenses combinées, beaucoup de choses où on proposait des choses différentes de match en match. Les équipes savaient pas ce qu'on allait proposer d'un match à l'autre. Et ça, quand tu es une équipe où tu as peut-être moins de talent, c'était une vraie force. Et il a été très très bon. Et derrière, mine de rien, il signe à Valence. Donc il a réussi lui aussi à percer en tant que coach. Et beaucoup de crédit à lui parce qu'il a été très bon. Et du coup, tu es resté avec lui 3 ans ? Ouais. Ça s'est moins bien fini, non ? Ça s'est moins bien fini parce qu'en fait, sur la fin de ma deuxième saison, je me fais opérer du tendon d'Achille. Une blessure que je traînais depuis qu'on jouait en minime. Ok, ah ouais, à ce point-là, ouais. Un syndrome où j'avais un os qui frottait avec mon tendon d'Achille et en fait ça faisait des tendinites à répétition. Et donc en fait au final, tu te dis que ça passe. Et en fait j'étais arrivé à un moment donné où je pouvais même plus marcher le matin. Je jouais sous sous infiltration et c'était plus possible et je pouvais plus jouer. Donc en fait il fallait juste me faire opérer, enlever ce bout d'os et refermer. Mais du coup on est sur 6 mois et on est sur un tendon d'Achille, donc c'est quand même pas rien. Bien sûr. Donc je me fais opérer fin mai de la deuxième saison, je bosse tout l'été pour revenir et pour être prêt pour le début de la troisième, début de ma troisième saison. Mais quand je reviens, j'ai pas de pré-saison dans les pattes, je reviens, je suis pas à 100%, je suis apte médicalement mais je suis pas à 100%, je peux pas encore sauter sur ma jambe droite, etc. Donc c'est vraiment compliqué, je suis pas à 100%, mais je peux jouer et petit à petit je reviens tout doucement, mais je suis pas à mon meilleur niveau. Et quand t'es pas à ton meilleur niveau en ACB, avec les responsabilités que j'avais, parce que j'étais premier meneur, t'es vite exposé. Et j'ai été dans le dur sur la troisième saison. Je finis bien, mais la saison a été compliquée. En plus, à ce moment-là, je me blesse au poignet, je me fais une fracture. Donc galère. Et je comprends le choix de pas me prolonger sur ma troisième saison parce que j'avais pas été au mieux. Donc retour en France. Retour en France, donc à Dijon. Ouais. Autant avant, je te disais Limoges, je pensais que ça allait matcher. Autant quand tu m'as dit Dijon, je vais aller à Dijon alors qu'il y avait déjà David Holston, je me suis dit, ça, qu'est-ce qu'il me fait, tu vois ? Ouais, je me suis dit, ça me semble. Alors tu m'as donné les raisons qui t'avaient donné. Je me suis dit, oui, jouer ensemble, etc. Oui, ça s'entend. Mais je pensais pas qu'ils allaient le faire, tu vois. C'est vrai. Ouais, moi c'est pas. T'aurais dû me le dire. Je crois pas toujours dans les discours. Tu vois, donc avec le recul, Dijon, qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience au final ? Écoute, après le truc c'est que quand tu prends une décision de quitter un club et d'aller dans un autre, toi t'es persuadé que c'est la meilleure décision pour toi et ta famille. Bien sûr. Il y a aussi à ce moment-là, j'ai 33 ans, retour en France, mes enfants commencent à grandir. Je me dis que rentrer en France, école française, mon épouse peut retravailler, ça a du sens aussi familialement. Donc tu te poses, quand je te disais tout à l'heure que les courbes s'inversaient, il y a la courbe familiale qui est entrée en jeu. Et la vie en Espagne c'était magnifique et si je pouvais j'y resterais toute ma vie, mais je suis pas seul et il y a d'autres choses à penser. Et donc voilà, donc le retour en France, il y avait aussi ce côté famille. Après sur le côté sportif, moi j'étais persuadé que ça pouvait matcher dans le sens où
j'avais en tête le binôme Axel Julien, David Holston, donc je me suis dit je me vois là-dedans, mais le problème c'est que c'était pas le même coach. Pas le même coach, ouais. Et en fait je me suis planté là-dessus parce qu'en fait c'était le plan de base, mais pour diverses raisons ça s'est pas fait comme ça. Et au final la première saison ça se passe plutôt correctement parce que collectivement on finit 4e, l'équipe gagne des matchs, en BCL on est solide, on remplit les objectifs, mais je suis pas totalement épanoui et ça se passe pas totalement comme je le souhaite, et j'étais transparent avec les dirigeants là-bas, ils le savent très bien. Voilà, j'étais pas moi-même, je sentais que je pouvais donner plus. Et sur la deuxième saison c'était censé changer, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, le problème, c'est qu'au début de la deuxième saison, donc de cette année, l'équipe perd. Et, c'est la différence. C'est ça la différence. Donc du coup, l'équipe perd, il faut trouver des coupables. Et j'ai été désigné parce que j'étais forcément pas performant. Donc arrivé d'un deuxième meneur américain, donc 2 ricains sur le poste, dont David Holston qui est le patron. Donc il reste peu de place. Donc j'en étais réduit à quasiment très peu m'entraîner, voire pas du tout. Ah ouais, quand même. Ouais, ça a été compliqué. Mais je te dis ça, on est en novembre, donc il reste quand même un peu de temps quand même dans la saison. Donc c'est bien beau de prendre son argent, de se dire je vais rester là, de toute façon je suis payé, tout va bien, mais c'est pas mon caractère. Comme je te disais, je suis un affectif et je l'ai mal vécu. Et donc j'ai fait le clown 3 semaines et ça m'a vite gonflé. Et au final, j'appelle mon agent et je fais une première qui est dans ma carrière. Je lui dis regarde ce qu'il y a à droite à gauche et voilà, s'il faut partir, je pars. Alors que c'est pas du tout dans mes valeurs de lâcher le truc en cours de saison, de partir comme ça. Mais quasiment, voilà, c'est venu de moi le départ, mais j'ai été un peu poussé vers la sortie, j'étais quasiment obligé. C'est parce que t'es un bon gars que tu dis j'ai un peu été poussé par la sortie. Ouais. Bon, si t'as mon caractère, tu dis attends mais ils m'ont clairement pris pour un con. Ça fait 2 ans. Donc non, c'est pas toi, c'est eux, tu vois. Mais voilà, c'est pas voilà, c'est pas dans mon caractère d'essayer d'aller au clash et au conflit, mais je sais pas, quand tu joues en essayant de mettre un gars comme toi. Tu vois, c'est toujours les plus gentils qui se font mettre de côté comme ça. Tu vois, là, je savais pas que tu t'entraînais même pas. Tu vois, il y a une chose de moins bien jouer, moins jouer en match, des choix de coach, voilà, t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Bien sûr. Mais carrément de dire Jonathan Roussel, on va pas s'entraîner. J'étais sur le côté. On sait très bien que c'était archi dur à vivre. Enfin, j'étais avec les espoirs sur le côté. Dans n'importe quelle boîte en 2024, c'est autre chose que simplement. Tu vois. L'ego en prend un coup énorme, l'orgueil. Exactement. Et du coup, je veux dire, t'as fait 3 belles saisons en Espagne, même si la dernière est un peu plus compliquée. Ouais. C'est un pays où tu te sens bien, tu reviens à Dijon. Et là, est-ce que tu te dis pas. En France, je suis clairement pas respecté à ma juste valeur, même si tu joues sûrement pas pour les autres, mais ton ego, tu vois, te dire mais attends, mais c'est quoi ce pays de fous furieux, tout le monde est bien d'accord pour dire que la CB c'est bien meilleur, mais dans un championnat dans le meilleur championnat je suis respecté, et dans l'autre beaucoup moins, tu vois. Ah Nico, tu veux me faire dire des trucs là. Non, rien à voir, mais moi je pense clairement comme ça. Enfin tu vois, mais même là je vais abuser, hein. Mais un gars comme Nando De Colo, quand il revient à Lasvel, tu sais le king que c'est. Tout le monde connaît son palmarès, mais tu as l'impression qu'au bout de 4-5 matchs, il commence à commencer sur le banc à Lasvel. Tu dis, et limite, au bout d'un moment, le discours il commence à changer. Il est cramé. Il est un peu vieux. Il est cramé. Et limite, au bout de 4 mois, tu fais passer le mec pour un bon français de rotation. Tu vois le truc? Là, j'abuse. C'est à peine s'il a le droit de faire les JO là. C'est à peine s'il a le droit de faire les JO quand même. Enfin, non. Nico, c'est archi épineux comme sujet, mais bien sûr. On peut couper au montage hein, si jamais tu dis quelque chose. Mais non, parce qu'on n'est pas là pour se mentir, mais bien sûr que j'ai senti en fait au-delà du respect, parce qu'après c'est très subjectif, le respect que tu penses mériter, ou voilà, le joueur que t'es, il y en a qui t'aiment bien, il y en a qui t'aiment pas, les goûts, les couleurs. Mais par contre, moi, ça m'interroge sur la manière dont les gens me voient en Espagne et la manière dont je suis perçu ici. Voilà, je pense être le même joueur. Moi, quand je suis parti de Dijon, j'ai fait 2 heures d'avion pour arriver à Grenade. Je suis arrivé à Grenade, j'ai envie de te dire que quand je suis arrivé, la considération, le respect et l'importance que j'avais étaient tout autre. Et j'étais le même joueur. Et quand le coach m'a fait signer, il a eu un discours où je me suis dit, ok, là, il compte sur moi. Là, et ils ont joué sur mes qualités. Et dès le premier match, c'était une renaissance.
Et j'ai fait une deuxième partie de saison où tout le monde dit ah t'as été très bon et tout. Non, mais en fait j'ai été moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as changé? J'ai été moi-même et mon coach c'est pas un génie du basket, mais par contre il m'a utilisé sur mes qualités et il a su me coacher comme j'ai besoin d'être coaché. Quand tu changes comme ça en cours de saison, changer de pays, tu parlais de la famille avant. Comment la famille elle vit ce changement? Ils sont venus avec toi directement ou Non, c'était ça le gros point, c'est que comme je te dis c'est la première fois de ma carrière où je change de club en cours de saison et d'habitude moi je suis très famille, très stabilité, et là ça a été de laisser mon épouse, mes 2 enfants à Dijon, elle qui travaille, les 2 enfants à l'école, donc c'était hors de question de les changer, de les chambouler en cours de saison, donc je pars tout seul, et première fois de ma carrière à 34 piges que je pars tout seul, et il y a eu un côté très, très positif là-dedans, c'est que j'étais très 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 centré sur le basket, j'étais dédié à ça. Okay. J'étais vraiment que là de ça et vraiment là-dessus tu sais, c'est très agréable en fait parce que quand tu as une famille tu sais que tu dois donner de ta personne sur les 2 volets. Là j'étais vraiment focus et mon épouse m'a permis ça et je la remercie tous les jours là-dessus, c'est que elle a pris une balle pour moi dans le sens où voilà elle a fait le boulot, elle m'a poussé à y aller, moi je voulais pas y aller. Ouais. Je voulais pas y aller, elle m'a sécurisé, elle m'a dit vas-y t'inquiète pas, elle a une phrase que je me souviendrai toujours, c'est je préfère te voir heureux en Espagne plutôt que malheureux ici avec nous. Et au final, je pense que familialement, ça nous a fait avancer, ça nous a fait grandir, ça nous a rapprochés. Le fait d'y aller, moi j'avais un objectif, c'était de les rendre fiers. Ouais, bien joué Et d'y aller pour quelque chose. Par contre, elle m'a dit, t'y vas. Mais par contre, je veux pas te voir en mode fantôme comme tu es là. T'y vas, c'est pour taffer. Mais quand ton épouse te dit ça, tu sais, c'est fort en fait. Ouais, bien sûr. Et tu sais pourquoi tu le fais. Donc avant chaque match, je me le notais. Je me disais, ma préparation de match, c'était faut que tu arrives à savoir ton pourquoi. Et ton pourquoi, c'était ça, tu vois. Et j'ai gardé ça pendant les 6 mois. Et au final, on a rempli l'objectif. J'arrive, le club est relégable. On se sauve à la dernière journée sur un scénario fou. Et l'objectif est rempli. Et derrière, on re-signe là-bas l'année qui arrive. Donc c'est top. Tu sais, maintenant, quand on parle de Dijon, j'ai l'impression que c'était il y a 4 ans. Tu vois, que tu étais là-bas. C'est vrai. Tellement parce que j'ai vu passer sur la deuxième partie de saison, tu vois, sur Instagram, des vidéos. Jugador de la semaine. Pas mal les l'accent. Non, je parle pas du tout espagnol. Mais tu vois, des trucs comme ça, avec, je comprenais rien avec ce que le gars disait, je comprenais rien aux légendes, mais je voyais tes highlights. Et tu te dis, attends, mais le gars, il y a 15 jours. Et puis derrière, si je dis pas de bêtises, Holston, il se blesse à Dijon. Et tu te dis, attends, ils auraient pas eu besoin d'un meneur, les mecs? Et là, tu te dis, le karma, il est incroyable, quoi. Le karma fait. Tu vois Après, moi, je suis pas parti en mode. Non, mais bien sûr, mais moi, j'ai mon caractère à moi, tu vois. Et encore une fois, ça m'est pas arrivé à moi, mais limite, quand je voyais des choses comme ça arriver, je me disais, la vie souvent tu sais elle fait les choses correctement et moi je suis très content qu'ils aient réussi à tourner le truc avec la venue de Laurent Leniam et de gagner une coupe. Mais moi c'est un club que j'aime beaucoup, que ce soit avec Jacques, bien sûr. C'est un club que je respecte depuis des années et j'aurais vraiment aimé qu'ils gagnent le titre il y a quelques années. Ils le méritaient. Leur noyau dur avec Holston, Axel Julien et tout. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand tu mets un gars comme toi de côté et que tu le laisses pas s'entraîner, que ce soit le coach ou... Écoute, ils ont changé le coach, je crois, 1 semaine ou 2 après. Donc déjà, je me suis dit, waouh. Quitte à changer de coach, dis-moi de patienter, parce qu'on voyait bien que c'est avec le coach qu'on parlait pas le même langage et que ça matchait pas. Moi, j'ai pas de problème avec le club en fait, tu vois. Donc c'était vraiment une compatibilité avec le coach. Le coach, on avait une relation qui était saine, mais juste on parlait pas le même basket. Et il attendait des choses de moi. Exactement. C'était pas compatible, mais il y avait pas d'atome. Enfin, il y avait pas de problème de fond en fait. C'était vraiment, j'étais pas fait pour lui et lui était pas fait pour moi. Et donc voilà, quand c'est comme ça, tu te serres la main. Mais le fait est que le club change de coach 1 semaine ou 2 derrière mon départ, je me dis mais à quoi bon en fait, on n'aurait pas pu essayer de faire les choses différemment, mais au final pas de regret. Au final tant mieux parce que là je me retrouve dans un endroit où je pense que je suis fait pour être là-bas. Ça m'a permis de me relancer et de retrouver le plaisir à jouer, et il me reste plus 10 ans à jouer, donc combien de temps tu devras jouer encore Là, je me relance dans des études pour finir kiné après ma carrière, pour me reconvertir. Donc là, je me donne minimum 2 ans. Voilà. Donc après, c'est combien de temps je vais réussir à négocier avec ma femme, mais on est sur 2 ans minimum, donc jusque 36. Négocier pour rester en Espagne, du coup? Ça, c'est pas difficile à négocier. Tu sais, à vendre l'Espagne, c'est pas dur. Ouais, mais quand tu dis négocier, c'est quoi? En fait, elle, ce qui la fatigue, et je peux l'entendre, c'est les déménagements. Bien sûr. C'est de repartir de zéro à chaque fois, l'école pour les enfants, rebouger, les cartons, les trucs. Enfin, tu sais comment c'est. C'est ce qui fait partie de l'envers du décor d'être joueur professionnel, et c'est pas toujours évident. On a un métier qui est fabuleux, mais par contre, ça, c'est des vraies contraintes. Donc,
quand tu arrives sur la fin, ça pèse plus, tu vois. Donc, Et puis on n'a pas les moyens NBA non plus. Hein. Hein C'est là, c'est ça. c'est là. Ouais, des cartons, on en a fait nous-mêmes, on en a porté, et des camions, on en a loué. Hein. Ouais, moi c'est plus ma femme. Mais... Non, moi j'aide. Mais non, enfin voilà. Donc c'est de la logistique de partir de France en Espagne, l'école. Enfin voilà. En plus, nous on aime se compliquer la vie, on a des chiens, donc t'imagines. Ah ouais. Ouais. Chien enfant. Ouais. J'imagine. T'as joué contre certains des meilleurs joueurs européens de tous les temps en Espagne. Ouais. Des équipes d'Euroleague, t'en joues tous les week-ends. T'as dit que ça a été ton rêve. Ouais. Je pense que là, c'est un peu tard maintenant. On est réaliste. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour accéder à ce niveau-là si ce n'est peut-être une opportunité, tout simplement, quoi. Je pense très honnêtement que à aucun moment dans ma carrière j'ai eu un niveau qui me permettait d'y prétendre. Déjà que j'ai coché des cases, j'ai fait de l'équipe de France grâce aux fenêtres internationales, incroyable. Je veux dire, moi tu me dis, quand je commence là, le basket dans le Nord, tu me dis tu vas faire de l'équipe 9 sélections d'équipe de France, tu vas jouer en ACB et tu vas être un joueur qui va être respecté et pas seulement y jouer, être important dans tes équipes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pour moi, déjà, avec mon potentiel de base, ma carrière, elle est réussie et elle n'est pas terminée. Mais je suis content avec l'outil que j'avais d'avoir réussi ce que j'ai réussi à faire. Après, bien sûr, qu'en tant que compétiteur, tu veux toujours plus. Mais je n'ai pas d'énormes regrets sur le fait de ne pas avoir... Moi, les regrets que j'ai sont pas sur le niveau auquel je jouais, mais plus les opportunités de gagner des titres. Ok. Voilà, j'aurais aimé remplir ces trucs-là parce que pour un mec comme moi qui est tourné vers le collectif... qui veut gagner tout le temps. Voilà. J'étais dans des équipes où voilà, Cholet c'était du maintien, Limoges ça a été le bordel, Bilbao on était sur du maintien. Quand je suis venu à Dijon, ça faisait partie de l'équation de pouvoir être dans du haut de tableau. Et peut-être que j'ai fermé les yeux sur certains critères de rôle, de responsabilité parce que je voulais gagner. Et je me suis dit qu'à Dijon, il y a peut-être une fenêtre, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais dans cette démarche-là où j'avais 33 ans, je voulais gagner. Et ça s'est mal goupillé. Donc au final, j'ai eu très peu d'opportunités d'être dans des équipes où tu peux aller soulever un truc. Donc le regret il est là, mais sur l'Euroleague, sur le niveau joué, je pense que j'ai joué au niveau auquel je pouvais prétendre, voire même peut-être des fois un peu plus. Donc à force d'acharnement. Tu finiras pas dans un bar tabac dans 20 ans en disant si j'avais pas eu ma blessure ou si j'avais eu les croisés. Si j'avais eu un autre coach. Non, aucun regret. J'aime pas me cacher derrière quoi que ce soit. Non, moi je pense que j'ai maximisé mon potentiel et je suis content avec ce que j'ai réussi à accomplir et ce que là on a réussi à faire cette année. Enfin, tu sais que des fois sauver une équipe de la relégation, sauver des gens, sauver leur travail, sauver une ville. Moi je suis d'accord avec toi. Hein. Ça a un sens qui est bien sûr un titre, il y a rien et c'est incomparable. Mais faire ça, je te jure que moi j'ai célébré ça comme si c'était un titre. Ouais, bien sûr. Moi je veux dire. Ça a une portée qui est vraiment importante. Franchement, Monaco, tant mieux, ils ont une superbe équipe et j'espère qu'un jour ils gagneront l'Euroleague. Hein. Mais quand je les vois gagner le titre de champion de France, tout le monde le sait. Tu vois le 25 septembre. Alors tu peux essayer de te mettre en compétition, donner le meilleur de toi-même, de temps en temps prendre un match, mais sur une série au meilleur des meilleurs 3 matchs gagnés. Enfin, je veux dire, même eux, ils sont pas contents, limite, tu vois. Ils savent qu'ils vont l'avoir. Que les émotions qui les traversent sont pas les mêmes. Par contre, le jour où ils gagneront l'Euroleague, ou même quand ils se qualifient en quart, en demi, voilà. Parce qu'on est sur un autre niveau. Et puis, il faut quand même réussir à être constant et se mettre le cul par terre quand il faut en play-off, surtout maintenant avec des équipes comme Paris ou la sur les bonnes années. Malgré tout, quand tu as le matos, il faut le faire. Mais je pense que tu es plus heureux avec Grenade de te sauver pour le maintien que eux de gagner le titre. J'en ai pleuré. Hein. Ouais, j'ai vu. J'en ai pleuré parce que après t'as ce moment-là, mais en fait t'as toute la saison, toutes les embûches qui sont ressorties à ce moment-là en fait, et tout ressort. Et je te dis, je l'ai célébré comme un titre. Et je peux te dire que la nuit était courte. Et enfin non, elle n'a pas existé la nuit, mais on a célébré ça vraiment comme si c'était un titre et ça nous a marqué vraiment parce que t'es à -16 dans le troisième quart-temps, tu perds, tu descends, tu gagnes, tu te maintiens. Contre Grande Canaria qui est une équipe très solide quand même, avec un meneur qu'on connaît qui est Andrew. T'as laissé gagner en fait. Je lui ai dit à un moment donné dans le quatrième, je dis Andrew arrête, laisse-la nous celle-là. Et il m'a dit mais tu rêves, nous il voulait la 4e place, il voulait l'avantage du terrain, donc ils avaient un vrai truc à jouer. Et au final eux ils perdent et ils se tapent Madrid au premier tour parce qu'ils perdent chez nous. Donc non, ça a eu de l'importance pour eux aussi, mais super souvenir. Ok, bah cool. Ce que je retiens c'est que voilà, sur tes 15 ans de carrière, t'as maximisé ton potentiel. Pour moi c'est ça ce qui est super important au final. Maintenant, tu es aussi conscient que la vie, ça s'arrête pas au basket et tu as déjà préparé l'après. Ça, c'est super intéressant aussi. Exact. Pour finir, est-ce que tu aurais un livre à recommander
Tu sais que moi je suis très lecture. Avant, tu as parlé du why, donc tu vas me sortir Simone Sinek. Non, même pas. Non, je vais te recommander un livre. Mais en fait, moi, je suis très biographie de sportifs, etc. Yes, moi aussi, ouais. Et c'est pas original, mais moi, la première bio que j'ai adorée et qui m'a inspiré, c'est celle de Nadal. Ok. Voilà. Le petit livre, là. Le livre de poche où il parle de Wimbledon. Exactement. Quand il a peur de gagner contre Federer et tout. Exactement. Ouais, Où c'est lui qui parle. Et voilà. Où c'est lui qui parle parce que tu vois un peu. T'as rarement accès à du contenu comme ça sur des champions pareils. Et là, c'est lui qui parle. C'est pas quelqu'un qui parle de lui. Donc tu vois un peu l'envers du truc et tu vois comment il fonctionne et tu vois que lui aussi a ses doutes. Bien sûr. Et tu vois comment il fonctionne, comment il processe le truc. Donc j'ai adoré ça et j'adore le personnage, j'adore son humilité. Et, c'est quelqu'un en qui je me vois, donc un grand champion qui est humble. Et j'adore les. T'es vraiment devenu espagnol en fait. Hein. Non, c'était avant, je l'ai lu il y a 10 ans le truc. Maintenant sur un France-Espagne, tu dis Beat Spain ou pas? Non, je reste français de base, allez. Mais j'ai une vraie sensibilité pour l'Espagne. Ok, allez, on finit là-dessus. Joe, merci. Merci Nico, c'était top. À bientôt et bonne saison à toi. Merci, toi aussi, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt.